Bienvenue au Mardi de la Mémoire. Bonjour Xavier Maréchaux. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette seconde ou deuxième. Je ne sais pas si nous n'aurons pas besoin d'une troisième partie, tellement votre livre est riche. Les auditeurs auront entendu la semaine dernière la première partie de notre entretien consacrée à votre livre, Les prêtres réfractaires, une histoire de l'Église dans ce 18e et ce 19e siècle, puisque vous embrassez la période de la fin de l'Ancien Régime jusqu'à la première moitié du 19e siècle. Nous avons consacré la première partie de cette émission à une situation de l'Église à la veille de la Révolution française. Nous avons expliqué comment s'était fait la convocation des États généraux, l'élection des députés de l'ordre du clergé à ces mêmes États généraux, comment s'était mis en place cette disparition des trois ordres au début de la Révolution française. Et nous avions laissé et nos auditeurs et cette histoire à la veille de la mise en place de la constitution civile du clergé, puisque nous avions juste évoqué l'élaboration en fait de cette constitution civile du clergé dans la mise en place d'un comité ecclésiastique qui voit le jour dès le début de la Révolution française. Et ma première question, Xavier Maréchaux, que je voulais vous poser. Alors d'abord, je rappelle que vous êtes historien, vous êtes professeur d'université aux États-Unis, puisque vous habitez New York et que vous avez la gentillesse d'être avec nous, alors que pour vous, c'est la matinée, puisque nous préenregistrons l'après-midi. Donc tout va bien, on est tous les deux avec des horaires qui nous conviennent. Oui, oui, parce que j'ai fait une interview, il y a 6 mois, c'était à 4 heures du matin, donc c'était en direct, c'était un peu plus difficile là. Évidemment. Mmh. Alors oui, ce qui m'a frappé en lisant votre livre, mais finalement, on le sait bien, nous, dans notre existence, les ruptures sont quand même assez rares. Il y a plutôt une continuité et une vie qui n'est pas linéaire, mais qui se fait dans la continuité. Et là, on voit qu'il y a tout un mouvement de fond qui se met en place dès la moitié du XVIIIe siècle, qui est évidemment brutalisée par la Révolution française, mais cette constitution civile du clergé, elle s'inscrit dans une logique et elle ne tombe pas du ciel comme ça subitement. C'est vrai, mais sans la Révolution, il n'y aurait pas eu de constitution civile, le clergé, sans en fait la crise financière qui frappe le pays et donc qui va aboutir avec la fin de la féodalité, la fin de l'Ancien Régime avec la nuit du 4 août 1789. Donc vous avez l'impôt le plus impopulaire qui était la dîme, un impôt en nature est donc aboli, ainsi que les droits féodaux. Et donc, puis après, les biens du clergé, qui sont énormes, sont confisqués, nationalisés. Et donc, là, il faut réorganiser l'Église. Et donc, c'est vrai, non, mais euh, rarement, enfin, l'idée de déposséder l'Église de ses biens, c'était fait dans d'autres pays, je pense notamment en Autriche, mais rarement cette idée avait été mise en avant la Révolution. Donc c'est quand même une grande rupture, d'autant plus qu'on n'en a pas tellement parlé avant, mais les évêques sont quand même les personnages dominantes de leur région. L'Église est essentielle pour le bon fonctionnement de la société française, puisqu'elle contrôle l'éducation, du primaire, fait par le curé jusqu'aux universités, les hôpitaux, l'assistance aux nécessiteux. Et souvent, les évêques jouent un rôle politique. Par exemple, de Boisjolin, qui est l'archevêque d'Aix, et le président des États de Provence. Donc, il va moderniser la région, il va faire construire des routes, des canaux. Donc, c'est vraiment l'Église a un poids très très important. Et ce qui est assez surprenant, c'est que du jour au lendemain, la Révolution va tenter de réduire son poids dans la société et ça va provoquer des gouvernements
considérable. Et je pense que si la révolution a quelque peu échoué, c'est parce que euh, les révolutionnaires sont attaqués à l'Église sans avoir quelque chose pour remplacer le rôle de l'Église dans la société. Donc ça a été fait brutalement euh, suite à la crise financière qui est enfin, le budget, l'État est à la limite de la banqueroute, donc il faut absolument trouver de l'argent. Mais Et d'ailleurs, oui, on le voit bien, Xavier Maréchaux, puisque lorsque les mesures révolutionnaires à l'encontre de l'Église sont prises, et nous l'avons montré dans l'émission la semaine dernière, elles sont prises très vite, hein. Parmi les premières mesures, dès l'été 1789, on s'attaque à l'Église. Eh bien, les ordres religieux qui sont dissous concernent essentiellement ceux dont l'activité est peut-être la plus importante dans le domaine religieux, puisque c'est celui de la prière, mais oui, c'est ceux dont l'activité paraît la moins essentielle à la vie de la cité, puisque sont oui, oui, maintenus les ordres enseignants et les ordres hospitaliers, c'est-à-dire tout, comme vous le disiez, tout ce monde qui n'existe pas. Il n'y a pas d'instituteur à cette époque, et il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de sage-femme, il n'y a pas... voilà. Donc, ceux qui faisaient ces métiers, hein, pour employer des termes qui sont des termes de nos jours, eh bien, c'étaient les religieux. Donc, puisqu'il n'y a pas de remplaçants, il faut bien les laisser, ceux-là. Bah, il y a comme les instituteurs, il y a comme les sages-femmes, mais ça se fait sous le contrôle de l'Église. Et mais oui, mais donc on laisse les ordres qui sont utiles à la société, mais ça va pas être, ils vont être supprimés par la suite, donc sans que rien ne les remplace. Mhm. Et donc, Alors, oui, oui, ce comité ecclésiastique qui est nommé pour travailler au projet et discuter du projet de cette constitution civile du clergé, il est composé de qui? donc il est mis en place le 20 août 1789, donc très tôt au début de la Révolution. Donc il est composé de 15 membres, donc à part plus ou moins égales, des membres du clergé, dont deux évêques, et des députés du tiers-État, donc des bourgeois, des avocats, qui sont... beaucoup sont des jansénistes, donc qui veulent un contrôle de l'État sur l'Église. Et donc, vous allez avoir une rupture entre le clergé et les membres du comité qui sont des ecclésiastiques et les avocats qui sont membres du tiers-État. Et, euh, et donc, dès le 23 novembre 1789, vous avez un premier projet qui est présenté par les avocats et qui est rejeté par la majorité du comité. Et donc, il y a une paralysie. Et face à cette paralysie, le 7 février, l'Assemblée nomme 15 nouveaux membres pour, en fait, noyauter la résistance des membres du clergé au sein du comité, et donc en apportant surtout des membres du tiers-État. Et donc là, c'est face à ce coup de force de l'Assemblée, les évêques, fallait les ecclésiastiques, dont les deux évêques, donc démissionnent du comité. Et à ce moment-là, le comité est contrôlé donc par les avocats jansénistes. Donc c'est la rupture, c'est la fin du consensus sur de l'avenir de l'Église. Et donc on va l'Assemblée, donc le comité va mettre en place des réformes qui vont être assez extrêmes et qui vont, pour moi, sonner le glas d'une révolution consensuelle en France. Et donc, en même temps, en même temps que cette rupture au sein du comité, donc au sein de l'Assemblée, vous avez le pape qui va commencer à intervenir discrètement, mais de façon quand même assez ferme. Donc, vous avez le 9 mars 1790, vous avez un consistoire secret, donc une assemblée des cardinaux à Rome, et là, Pie VI va condamner la Révolution en des termes très très durs, condamner les droits de l'homme,
condamner la liberté de conscience, la liberté religieuse. Et donc je pense que dès ce moment-là, dès mars 1790, Pie VI est contre la Révolution. Et je pense que rien ne pouvait lui faire changer d'avis. Donc vous avez une sorte de crispation d'un côté l'Assemblée, la majorité de l'Assemblée nationale, de l'autre le pape, et ça va aboutir à un choc frontal détrimental pour la Révolution, mais aussi pour l'Église. Mmh. Mais ce qui est assez, intéressant et que vous décortiquez dans votre ouvrage, Xavier Maréchaux, c'est que, on a quand même une papauté qui est dans une situation assez complexe puisque, le pape a quand même rappelé de nombreuses fois, que la monarchie n'était pas nécessairement le seul régime, compatible avec, la religion catholique. Alors, Donc, pas tellement à ce moment-là. À ah ce bon? moment-là, non, 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 à ce moment-là, le seul régime politique qui peut fonctionner avec l'Église, c'est la monarchie de droit divin. Donc il y a c'est après qu'il y a une Une évolution, évolution. Ah oui, ouais, mais c'est pas à ce plus moment-là. tardivement parce que, Ouais. effectivement, là, on est en fait, tout va tellement vite, tout s'accélère tellement vite dans cette Révolution française. Là, on est en 1790, donc un an avant le fameux Bref, de Pie VI. Ouais. Bref qui, comme vous l'avez montré tout à l'heure, face à ces 2 crispations d'un côté de l'Assemblée, de l'autre côté de la papauté, Bref qui apparaît presque comme une tentative de conciliation de la part de Pie VI. Donc, en un an, il a peut-être mesuré que son intransigeance serait contre-productive et Alors, que... je suis pas tellement sûr de ça. Ah Pas bon? donc oui, non, 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 je pense que donc il y a un grand débat, qui va avoir par la suite, après le bref, Quod Alitantum et c'est plutôt un débat qui est, entre les évêques qui sont restés en France et qui exercent plus ou moins clandestinement, et les évêques qui ont émigré sur peut-on avoir une église catholique, heu, avec un régime qui ne soit pas la monarchie de droit divin? Donc c'est un grand débat, qui va se solder par le fait qu'on peut on peut avoir, enfin, le régime politique n'est pas important. Le plus important, c'est d'avoir une église catholique, qui puisse exercer, publiquement, et donc ça va se conclure avec le concordat de 1800. Mais une partie des évêques vont refuser, ce concordat. Donc C'est étonnant tout de même, cette, réflexion, en 1790 quand, l'Église catholique a essaimé des missionnaires dans des tas de pays où ils ont cherché à mettre en place la religion catholique, alors qu'il n'y avait pas du tout de régime monarchique. oui, Donc non, c'est on peut se poser la question de se dire: «Mais pourquoi est-ce qu'ils envisageaient que ce soit possible ailleurs et pas du tout chez eux?» oui, non, c'est vrai, c'est une bonne question. Bah, regardez les États-Unis, pays que vous connaissez bien, à Oui, partir des années 1780, on voit, enfin la religion catholique, je me souviens d'avoir, étudié à une époque, le démarrage de l'Église catholique, dans, les années, 80-90, donc du XVIIIe siècle, à Philadelphie. Bah, il y a des tas de missionnaires qui viennent, et le problème, c'est la France. Donc la France, c'est considérée comme la fille aînée d'Église, bien sûr. et donc je pense que, vous avez un régime qui est donc, la monarchie absolue de droit divin, et donc la question c'est, cette monarchie est renversée, est-ce que le régime qui lui succède est illégitime? Peut-on avoir une Église auprès d'un système politique qui a en fait, qui a supprimer et même exécuter le roi. Donc c'est ça le débat, et je pense que c'est un débat qui est surtout, si on fait ça, la question c'est si on laisse la révolution et si on laisse l'Église
dans le pays qui est le plus catholique de la chrétienté, euh, avec un système qui est en fait dont les idéaux sont contre ceux de l'Église. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut avoir et donc je pense que le cas de cette révolution qui a lieu en France, c'est particulier. Ce n'est pas la même chose que si vous avez des missions dans des pays étrangers. Donc c'est un débat très euh, qui va plutôt avoir lieu après à la chute de la monarchie en 1792. Mais donc là, le débat se fait sur... enfin, il n'y a pas de débat sur la constitution civile du clergé, puisque donc le comité n'est plus que tenu que par les avocats. Et donc vous avez, après la condamnation secrète de Pie VI, vous avez un mois plus tard, donc en avril, le projet de la constitution civile est déposé euh, auprès de l'Assemblée. Et le 29 mai 1790, vous avez l'ouverture des débats. Et là, de Boisgelin, qui est l'archevêque d'Aix, qui est, je veux dire, le chef de l'opposition épiscopale au projet de la constitution civile du clergé, va dire que l'Assemblée est incompétente puisque on est en train de renégocier un traité qui date un concordat de 1515, donc un contrat entre la papauté et la monarchie, et donc sans en fait consulter la papauté. Donc il demande à ce qu'on mette en place un concile national donc, avec les évêques pour discuter ce projet de réforme de l'Église, ou bien que qu'on envoie, qu'on associe le pape à ce projet. Euh, et en fait, ici, c'est rejeté. Et donc, le 2 juin 1790, les évêques quittent l'Assemblée nationale, refusent de participer au débat. Et donc là, c'est la fin donc vraiment du consensus. On va vers la rupture. Et pour moi, c'est quand même assez surprenant que les membres enfin, de la bourgeoisie aient pu penser qu'ils pouvaient réformer l'Église sans le soutien des évêques. Hein. Ils pensaient que le bas clergé, donc les curés et les vicaires, qui avaient soutenu au début de la Révolution, eh bien, allaient se ranger de leur côté. Et ça va être une grave erreur d'appréciation. En fait. Oui, et je pense que c'est un des grands, euh, enfin, acquis et point novateur de votre livre, que l'on découvre grâce à la lecture de votre ouvrage Les prêtres réfractaires par Xavier Maréchaux aux éditions Honoré Champion, c'est qu'effectivement la responsabilité de l'échec de la constitution civile du clergé avant sa condamnation par le pape tient justement à cette énorme erreur d'appréciation où l'impression d'un clergé dit bas clergé aux côtés des révolutionnaires eh bien, ne s'avère absolument pas se prolonger. Et dès les travaux de 1790, il y a au contraire un désaccord et une totale du bas clergé face à cette constitution civile du clergé. Vous expliquez d'ailleurs très bien que pour ces hommes qui se sont investis en études, qui ont l'espoir d'une cure, d'un métier, d'une rémunération, de responsabilité, et puis qui ont quand même une foi. Il ne faut pas en faire que des fonctionnaires, hein, ce sont des hommes d'église. C'est un monde qui bascule sans aucune contrepartie. Donc, on peut comprendre qu'effectivement, il y a une déception énorme. Oui, oui. En plus, vous avez, qui se rajoute à ce problème de la constitution civile clergé, vous avez le cas d'Avignon et du comtat vénécin, qui était donc une enclave papale en France. Et donc là, vous allez avoir des émeutes en juin 1790. Les Avignonnais vont se révolter contre l'autorité du pape, ils vont demander leur attachement à la France. Donc ça se rajoute en plus à la crise de la constitution civile du clergé. Donc vous avez une situation très tendue
Et malgré tout, donc le 12 juillet, l'Assemblée approuve la constitution civile du clergé. Et vous avez donc le 14 juillet 1790, la dernière grande fête consensuelle, c'est la fête de la Fédération à Paris, où tous les départements envoient des délégations célébrer la prise de la Bastille et la fin de la monarchie absolue. Mais bon, je dirais, c'est le début de la fin. Et, euh, et donc, vous avez comme une pression de la part sur Louis XVI pour accepter la constitution civile du clergé. Même ses proches conseillers, qui sont des évêques comme Loémie de Brienne, vont pousser le pape à accepter. Ils vont pousser le Et roi, donc, hein. pousser le pape, oui, pardon, le roi a accepté. Donc le 22 juillet, Louis XVI euh, reconnaît la constitution civile du clergé. Et non, pardon, c'est donc sur les conseils de Monseigneur Champion de Cissé, qui était archevêque de Bordeaux et qui était le garde des Sceaux, donc le ministre de la Justice, et Monseigneur Lefranc de Pompignan, qui était archevêque de Vienne, qui était aussi un ministre. Donc le haut clergé, en fait, proche du roi, va le pousser à accepter. Et donc le 28 juillet, l'Assemblée ou le roi envoie au pape le texte, la constitution civile du clergé. Et en fait, l'Assemblée dit c'est à prendre ou à laisser, il n'y a pas de négociation. Oui, c'est ce que Euh, vous expliquez très bien dans votre livre, Xavier Maréchaux, c'est que finalement, la constituante ne donnait au pape que la possibilité d'accepter. c'est quand même assez incroyable. Non, c'est pas mal, C'est un hein. c'est Non, mais c'est un texte, c'est un traité, puisque qui remet en cause donc le concordat de 1515. Mais ce traité a été fait sans l'accord, des évêques et sans l'accord, du pape. Donc, bah, c'est quand même assez, un certain sans-gêne, de la part de l'Assemblée. On va voir ça après en 1792, avec la crise des prêtres réfractaires. Je trouve que ouais, il y a un certain, manque de diplomatie, pour dire le moins. Mais donc vous avez comme une angoisse de la part du haut clergé sur savoir que faire. Ok. Oui, Et d'ailleurs, donc, vous dites bien qu'il y a un appel au pape qui est fait par les évêques des deux bords, par ceux qui sont hostiles à cette constitution civile du clergé, en tout cas qui ont vécu de l'intérieur les débats et qui en sont partis et qui ont vu que on ne faisait absolument pas cas de leur point de vue, et puis les autres évêques qui voudraient que le pape avalise la sanction royale. oui, parce que il y a la peur du schisme. Vraiment, il y a la peur du schisme. Elle dit que si le pape rejette, que va devenir l'Église de France? Ça va être. Et puis en même temps, comme le roi s'est engagé a soutenu, en fin de compte, plus ou moins contraint et forcé, ces réformes, le rejet par le pape de ce nouveau projet va compromettre la position du roi en France. Donc il y a vraiment une grande angoisse de la part du haut clergé, mais aussi du bas clergé, et aussi une certaine inquiétude de la part, même si c'est pas tellement présent dans les textes, mais une certaine inquiétude de la part de l'Assemblée sur que va faire le pape. Et donc, le 28 juillet, le texte est envoyé à Rome par Louis XVI, avec une lettre lui expliquant pas pourquoi il avait signé. Et, euh, et donc, le 17 août, le pape réunit une congrégation de cardinaux pour discuter du projet. Et donc, vous allez avoir donc, tous ces, peut-être une vingtaine de cardinaux vont chacun porter, vont discuter, vont proposer oui ou non, ou bien négociations. Et sans attendre de résultat, le 24 août, la constitution aussi du clergé est promulguée en France. Et donc
Rome apprend ça un mois plus tard, enfin, vers le 21 septembre. Les communications prennent du temps. Et donc, en fait, le fait que là, cardinaux sont mis au pied du mur et n'apprécient pas tellement cet état de fait, surtout que la crise avec Avignon se poursuit. Donc, Et euh, sanglante, hein, ça c'est un événement assez méconnu de l'histoire de la Révolution française, mais les combats, les assassinats lors des émeutes de 90 à Avignon sont très très violents. Oui, oui, non, vous allez avoir, bah, c'est le prélude à d'autres violences, mais non, 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 c'est tout à fait, et donc là aussi l'Assemblée est un peu gênée, donc il y a un problème, on met une commission en place et donc pour savoir ce qu'on va faire, si on avalise, cette, on va dire, spoliation d'un territoire qui n'est pas français, mais qui est une enclave, donc tout ça, c'est une situation très, très complexe, très tendu. Je pense on a du mal à saisir l'état d'esprit des différents intervenants à ce moment-là. Donc c'est pas, oui, il y a peur, angoisse, incertitude, inquiétude, et en même temps, donc bien que la constitution du civil, du clergé soit promulguée, vous allez avoir le clergé et les évêques vont réagir en ne mettant pas en place la constitution civile du clergé. Donc, ils vont jouer euh, l'inertie, bloquer en ne mettant pas en place la réforme. Et donc, l'Assemblée, là, va s'énerver et va imposer, et ça, c'est être funeste, le 27 novembre 1790, l'Assemblée impose un serment à la constitution civile du clergé. Et, c'est la crise du serment qui a vraiment divisé la France et puis le clergé et en même temps la France, puisque c'est là qu'on va compter, chaque camp va compter ses partisans. Ok. Donc, Oui, ça, si vous le permettez, Xavier oui, Maréchaux, d'abord je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes l'auteur chez Honoré Champion d'un ouvrage fort riche, passionnant, consacré aux prêtres réfractaires. Vous êtes également le biographe du pape Pie VII, hein. Je vous avais reçu il y a quelque temps pour présenter cette biographie. Vous êtes historien, professeur d'université aux États-Unis, à New York. Et je voudrais que les auditeurs comprennent bien les choses parce que c'est tout le mérite de votre ouvrage, c'est de nous décortiquer des événements sur lesquels on passe toujours avec énormément de rapidité. Constitution civile du clergé, ratifiée par Louis XVI, bref, de Pie VI, serment, enfin voilà. Mais en fait, c'est extrêmement complexe et donc il faut bien décortiquer les choses à l'intérieur. On est donc à ce moment, à l'automne 1790, avec une constitution civile du clergé qui a été votée par l'Assemblée nationale, qui a été ratifiée par le pape, mais dont on attend par le par roi, décidément, le roi. chacun à son tour, c'est à moi de me tromper, donc pardon chers auditeurs, donc qui a été voté par l'Assemblée, ratifié par le roi, et dont on est en attente d'une prise de position officielle, parce que jusque-là, ce ne sont que des prises de position officieuses, mais on est en attente d'une prise de position officielle par le pape, qui, à cette époque-là, est le pape Pie VI. Et donc, en parallèle de cela, donc là, laissons la constitution civile du clergé de côté, là, on est dans une situation d'attente. Et en parallèle, pour que l'Assemblée oblige le clergé à appliquer cette constitution civile du clergé, on va mettre un élément supplémentaire, une strate ou une couche supplémentaire qui va être d'imposer aux prêtres un serment par lequel ils vont accepter volontairement et individuellement, parce que c'est ça aussi qui est très Oui. important, de rentrer dans ce nouveau cadre juridique et institutionnel qu'est la constitution civile du clergé. Alors, donc ça, d'abord, ça se passe, la prise de serment se passe
à l'Assemblée nationale entre le 27 décembre 1790 et le 4 janvier 1791. Et, et là, les évêques vont refuser de prêter serment et seul un tiers des membres du clergé vont le faire. Donc déjà, donc certains vont essayer de faire des restrictions sur leur serment, dire restrictions, donc je prête serment, sauf pour tout ce qui concerne la foi. Et le 2 janvier, l'Assemblée refuse les serments avec restriction. Et je pense que ça a été la première erreur, c'était d'imposer le serment. Deuxième, c'était de refuser le serment avec restriction pour ce qui était du domaine de la foi. Et donc, cette intransigeance de l'Assemblée. Et donc, si vous refusez le serment, vous avez 15 jours pour vider les lieux. Mmh. Donc, tout d'un coup, donc, vous êtes ce serment imposé à l'Assemblée, c'est déjà un échec. Ça a dû être ça a dû un signal fort. Mais donc, donc dans les provinces, vous avez la moitié, quasiment la moitié, peu moins de la moitié, 49% du clergé qui va refuser le serment et la plupart des évêques, sauf 4 évêques, sur les 135, il n'y a que 4 évêques qui vont prêter serment. Donc là, tout le beau château de cartes qui a été mis en place s'écroule, puisqu'il faut remplacer donc la moitié, toute la hiérarchie et la moitié du clergé, du bas clergé. Donc ça, et donc ça va, c'est la crise de ce qu'on appelle la crise du serment. Ça va surprendre l'Assemblée, hein, et donc la question du serment, ça a été bien étudié par un historien américain qui s'appelle Timothy Tackett. Je crois que c'est dans un ouvrage qui date de 1786 et qui a étudié diocèse, département par département, puisque à ce moment-là, les diocèses correspondent aux départements, comment les évêques, surtout le bas clergé, a voté. Et donc, c'était assez compliqué. Donc, les régions qui ont été les plus récemment admises dans le Royaume de France et qui avaient des particularismes régionaux, par exemple un dialecte propre ou bien des assemblées propres, ou bien vont refuser le serment en majorité. Vous avez aussi les régions où le clergé est nombreux, bien rémunéré et de la même origine sociale que leurs paroissiens, donc notamment la Bretagne, l'Alsace, qui ont aussi voté contre la Constitution civile du clergé, et le centre de la France, avec qui va jusqu'en Provence, qui était donc une région, on peut dire, déchristianisée ou bien janséniste, et où, en Provence, c'est surtout une région où le clergé il y a eu cette fameuse révolte du clergé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle contre les évêques. Donc, c'est aussi ces régions donc, en résistance, en lutte contre leurs évêques, vont voter pour la constitution civile du clergé. Mais donc, donc après, il faut tout réorganiser, ce qui va se passer de façon assez complexe. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez les Mardis de la Mémoire. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour cette deuxième partie d'émission Xavier Maréchaux, auteur d'un ouvrage consacré aux prêtres réfractaires. Et dans cette deuxième partie, nous nous concentrons sur cette constitution civile du clergé et le serment des prêtres, d'où sera issu ce terme de prêtre réfractaire pour ceux qui refuseront de prêter serment. Pour être très didactique auprès de nos auditeurs, Xavier Maréchaux, si vous le permettez, je voudrais revenir sur ce serment parce que parfois il y a quelques éléments de confusion. C'est-à-dire que les députés, et là je parle des députés du clergé, les députés ont pu être amenés déjà à prêter un serment qui était un serment civique.
Ils Oui. ont prêté serment lors de l'ouverture des États généraux et ils ont reprêté serment lorsque il y a eu la disparition des trois ordres et que beaucoup d'entre eux, membres du bas clergé, se sont joints aux tiers états. Donc ça s'est passé en juillet 1790. Ils avaient prêté serment, c'était un serment civique. Oui, Et, oui. et donc on pouvait très bien supposer, mettons-nous à la place des députés du tiers-État qui sont à l'origine de cette mise en place de la constitution civile du clergé et du serment, ils pouvaient très bien imaginer que puisque ces hommes d'Église avaient prêté serment dans un serment civique, ils prêteraient également ce serment qui leur était demandé. Sauf que là, les choses ne se passent pas de cette façon. Et moi, j'ai complètement découvert, grâce à votre ouvrage, la façon avec laquelle cela s'était passé. Et notamment que cette demande de serment, donc, qui doit être faite le 27 novembre 1790, enfin qui est mise en place le 27 novembre 1790, a d'une part pour conséquence que Louis XVI ratifie ce serment le 26 décembre, et ça, on oublie quand même de le dire, parce que on se scandalise que Louis XVI ait accepté la constitution civile du clergé, mais il aurait pu s'arrêter là. Il ratifie, il sanctionne dans un sens positif, hein, d'acceptation, le serment de novembre 1790, donc serment qui doit être prêté du coup à partir du 27 décembre, et vous l'avez dit, ils ont une semaine, 15 jours pour le faire, et l'Assemblée nationale interdit cet autre serment qui avait été proposé par certains évêques, qui est une espèce de serment qui aurait pu passer. Et là, c'est niet. Oui. Donc c'est le serment sans restriction, pur et simple. Et donc après ça, il faut réorganiser l'Église. C'est ça. Et donc il faut donc comme tout fonctionne, donc le clergé sont des fonctionnaires publics, et donc comme tout fonctionnaire public, ils vont devoir être élus. Donc les évêques sont élus par les assemblées électorales du département, et les curés par les assemblées électorales du district. Au district, il y a, je crois, c'est un peu plus petit qu'un arrondissement, et il y a à peu près six districts euh, par département. Et donc ça va prendre beaucoup de temps, hein. Ça se fait de janvier 1791 à mai 1791. Les évêques sont élus. Euh, et, euh, et en même temps, on attend toujours C'est ça. la réponse du pape. Ok. Mmh. Donc c'est pour ça que beaucoup de prêtres n'ont pas prêté serment, parce qu'ils disaient on attend les décisions du pape qui ne vient pas. Mmh. Et donc là, je trouve, euh, donc, selon moi, il y a on va dire, deux coupables dans cette crise. Il y a l'Assemblée nationale qui est passée au rouleau compresseur qui a fait fi des avis du clergé et des évêques, mais le pape qui a joué la montre, en fait, qui a attendu que l'Assemblée nationale se discrédite pour condamner, puisque donc vous avez, pardon, les évêques constitutionnels sont élus, mais il faut les sacrer. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne pour les sacrer. Et finalement, Talleyrand, qui était évêque d'Autun, qui était démissionnaire, s'est dit, OK, bon, si vous avez besoin de moi, je vais sacrer les premiers évêques élus. Donc, ce sont les évêques de l'Aisne et du Finistère qui, après, vont pouvoir sacrer leurs propres collègues. Et c'est donc, et donc là, c'est la rupture, puisque vous avez des évêques sacrés, non pas par le pape, non pas par un évêque d'ancien régime qui a enfin si, vous avez Talleyrand, mais donc c'est quand même le fait que vous sacrez les évêques nouvellement élus en dehors des lois canons de l'Église catholique, tout c'est à la rupture, et donc c'est à ce moment-là que le pape va condamner la révolution, Mmh. la constitution civile du clergé. Donc le pape attend que l'Assemblée fasse le geste ultime de cassure
avec Rome pour cette fois-ci condamner, donc le 10 mars, un an après le consistoire secret où il a condamné en secret la révolution. Là, c'est le bref Code Ali Quantum, condamnation publique de la Constitution civile du clergé. Et donc, schisme, vous avez le schisme, et ça met en porte-à-faux. Je pense que là, ça va provoquer une crise de la part de Louis XVI, et donc vous avez euh, quelques, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, il va s'enfuir à Varennes. Ouais, C'est ouais. le. Mais Donc je pense que j'invite vraiment les auditeurs de Radio Courtoisie à lire ce bref, hein. D'abord, je rappelle aux auditeurs qu'un bref que l'on appelle enfin, apostolique, papal ou pontifical, c'est un acte administratif du Saint-Siège et qui est appelé ainsi à cause de sa brièveté. Alors, je ne le trouve pas si bref que ça, moi, hein, je l'ai lu. C'est quand même assez long, mais enfin, par rapport à une encyclique, ça doit être beaucoup plus court. Et il y a une très, très, très grande partie, toute la première longue partie, c'est une justification par Piscis de son silence. Donc il oui, se justifie sur des motifs souvent historiques, hein, d'ailleurs. Il prend plein d'exemples du temps passé pour montrer que parfois le silence est préférable. Ça fait un peu penser à ce que expliquera Pie XII plus tard, hein, c'est-à-dire oui, que le silence parfois est préférable parce que si on a une autorité et qu'on parle, eh ben, c'est pire que tout. Donc il passe une grande partie de ce texte à se justifier. Et puis ensuite, moi j'ai noté 3 points, Xavier Maréchaux, mais vous les étofferez évidemment. Pas de lien entre le refus de la constitution civile du clergé et le rétablissement de la monarchie. Donc il donne quand même quelques gages, hein, en disant on peut refuser cette constitution civile du clergé, c'est pas pour autant qu'on veut revenir à la monarchie, à l'ancien régime. Pas de possibilité donné au pouvoir temporel de régler les questions religieuses. Ça, c'est ce que les évêques ont dit depuis le début. Et puis, la motivation suprême, on va dire, de Pie VI pour s'opposer à la constitution civile du clergé, c'est parce qu'elle démantèle l'organisation de l'Église en France dans ses évêchés, etc. Et donc, c'est au nom de l'ordre, en fait, que Pie VI réagit principalement. oui, moi je pense que c'est ouais, il ne dit pas vraiment ce qu'il pense, mais Ouais. c'est parce qu'il est contre la révolution, il est contre toutes ces, la liberté de penser, l'égalité en droit. Pour lui, tout ça, c'est une horreur. Le fait que les juifs en France, tous les protestants peuvent exercer maintenant librement leur religion. Donc, et puis il y a aussi le fait que, à ce moment-là, Avignon a été rattaché à la France. Donc, il fait preuve, selon moi, il fait preuve de mauvaise foi, D'accord. et ouais, donc Après, il est peut-être aussi dans son juste rôle, sans pouvoir affirmer les véritables parce motifs. que dès qu'on va voir un peu après en 1796 quand, Bonaparte envahit les États du pape, tout d'un coup, il va dire: «Oui, oui, en fait, la révolution, c'est quand même du bon». Donc face à la pression des armées françaises qui, bah, sont bon, à la portée de Rome, il va changer d'avis, et il va reconnaître a posteriori les lois qui sont passées, qui ont été votées par l'Assemblée nationale. Donc c'est, je crois qu'il était aussi intransigeant. Vous avez 2 intransigences, donc celle de l'Assemblée nationale, celle du pape, et au milieu, vous avez les évêques qui essaient de faire ce qu'ils peuvent pour conserver le culte en France, selon le culte de l'Ancien Régime. Mmh. Donc Oui, et puis il y a un personnage quand même, totalement absent, c'est Louis XVI. Enfin, il aurait pu se mettre aux côtés des évêques, les soutenir, Oui, beh, je pense que là, je pense qu'il a été, surpris par la décision du pape, en porte-à-faux il avait reconnu la position civile du clergé, il a reconnu le clergé, et là, son autorité est totalement, remise en question par le pape, et qu'est-ce qui lui reste? Et donc Louis XVI, c'est quand même un roi très, très croyant. Et je pense que
là, il va se remettre en question. Il dit: «J'ai reconnu la commission civile du clergé que le pape a rejeté, qu'est-ce qui me reste? OK, et puis en plus, vous avez le une marche en avant de la révolution qui fait qu'il va le pousser donc à partir. Vous avez la guerre aussi qui va commencer heu, donc oui, enfin le pape n'a pas la décision du pape n'a pas aidé Louis XVI, Mmh. et va le pousser à quitter le territoire. Hem, Alors ce que les Tout ça auditeurs oui, donc je dis que tout ça est alors c'est facile de refaire bien l'histoire, mais sûr. quand oui et on se dit qu'il y avait, avec un peu plus de souplesse, de flexibilité, on aurait pu éviter cette crise, enfin bon, heu, Alors ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que le bref de Pie VI, là, du 10 mars 1791, Quodali Quantum, est doublé d'un deuxième bref qui, lui, s'appelle Caritas, qui est publié un mois après, le 13 avril 1791, et qui, lui, s'adresse directement à la question du serment, puisqu'elle donne la possibilité, voire le devoir, au clergé qui aurait prêté serment. Ils ont 40 jours pour se rétracter. sinon ils sont excommuniés. Oui, Ouais. ça va jouer à la marge, heu, mais oui, ça va pas tellement avoir d'influence, à ce moment-là Non, et donc en revanche, vous expliquez dans votre livre, Xavier Maréchaux, que ça va avoir une influence sur, les départs volontaires de certains, puisque, vous expliquez et ça je c'est aussi un point, passionnant de votre ouvrage, que jusqu'à l'élection de la législative le 1er octobre 1791, finalement, l'Assemblée qui s'est montrée si intransigeante, qui n'a pas hésité à en rajouter à chaque fois et à faire de la surenchère, hein, va finalement faire assez peu de répression. Elle va faire ses élections, elle va procéder, mais elle accepte une certaine cohabitation oui. en et donc ça donne tout de même soit l'illusion à certains que ça va être possible de cohabiter, soit la possibilité à d'autres de partir et de s'exiler. On est dans une phase encore relativement calme jusqu'en octobre 91. Ça va changer avec la nouvelle assemblée qui va remplacer l'Assemblée nationale, c'est la législative qui est élue le 1er octobre et là, ils donc avec des députés donc heu, l'Assemblée nationale avait, voté le fait que, les députés élus pour l'Assemblée nationale ne pouvaient pas se représenter pour la législative. Donc vous avez toute une nouvelle, classe d'hommes politiques qui est élue et une disparition de la noblesse due au clergé et donc une assemblée qui est beaucoup plus à gauche, beaucoup plus intransigeante et qui va aboutir donc là, c'est le début de la répression qui va se mettre en place. Notamment, ce qui est un peu, pas paradoxal, mais un peu surprenant, dans les départements de l'Ouest qui a le taux de jureurs le plus faible, eh bien, on va, je pense en Bretagne, on va interner les prêtres, réfractaires, et vous allez avoir, à partir de fin novembre-décembre, toute une série de décrets contre les prêtres, réfractaires. Heu, Vous allez après ça va être, vous allez entrer en guerre en avril 1792, donc la France est en guerre contre la Prusse, contre l'Autriche, et ça va renforcer donc les antagonismes, entre un clergé réfractaire heu, qui est vu comme ennemi de la Révolution et donc vous avez, et donc ça va aboutir ces tensions vont aboutir à à la seconde révolution, donc c'est le 10 août 1792 quand, les sans-culottes parisiens, donc le les classes populaires parisiennes, avec les gardes nationaux venant de Marseille, vont prendre le château des Tuileries, qui est la résidence de Louis XVI et donc ça, c'est la fin de la monarchie et ça va être le début de certaines de tensions de plus en plus grandes qui vont aboutir à des premiers massacres,
en septembre Oui, 1792. 92. Oui, parce que vous expliquez très bien dans votre livre, Xavier Maréchaux, que jusqu'au 10 août 92, l'émigration est essentiellement une émigration politique, noble et de la haute noblesse. Vous dites moins d'1% de la population. Et on est encore en ce qui concerne le clergé, dans un exil forcé, mais il n'y a pas de déportation. Il n'y a Alors, pas de volonté de déporter cette classe sociale qu'est le clergé. Mais en revanche, à partir les assassinats vont concerner ceux qui restent et vont concerner essentiellement la période que vous appelez la déchristianisation de l'an 2, c'est-à-dire ça va commencer avant, ça avant. va commencer. Dès la chute de la monarchie le 10 août, vous avez une répression contre les prêtres réfractaires, donc qui se passe en Bretagne et dans le sud-ouest. Donc dans le Finistère, les prêtres, le 12 août, il y avait à peu près 80 prêtres réfractaires qui étaient emprisonnés et on les met dans un bateau et on vogue la galère, on les débarque en Espagne, comme ça. Donc, et ça va être. Donc, vous avez un nouveau serment qui va être imposé le 14 août, le serment de liberté et d'égalité, et qui va s'accompagner à une répression de plus en plus grande, dans d'autres départements. Donc, même chose en Mayenne, 18 août, les prêtres réfractaires qui étaient enfermés, on les débarque à Jersey. Sans demander l'avis du gouvernement anglais, bien sûr. Et à partir du 26 août, vous avez l'Assemblée qui va prendre à son propre compte ces déportations. C'est pas des, oui, c'est des déportations, hein, déportations euh, en exigeant donc cette fois-ci le départ volontaire de tous les prêtres réfractaires dans un délai de 15 jours. Sinon, s'ils ne partent pas, ils sont déportés en Guyane. Ok. Et seuls les prêtres âgés et infirmes ont le droit de rester chez eux. Mais donc, ça va continuer, déportation des prêtres là, forcés, hein, par la Sarthe pour l'Espagne. Puis ça va être aussi à fin août, les prêtres réfractaires de Maine-et-Loire qui sont aussi débarqués en Espagne. Donc là, c'est la fois où les prêtres sont vraiment forcés, sont arrêtés, mis en prison, mis sur des bateaux et déportés. C'est une mesure de police. Okay. Et après ça, donc, vous avez donc les fameux massacres de septembre. Donc vous avez après le 10 août, vous avez il y a eu pas mal de massacres, notamment de Suisses et de moines de noblesse qui gardaient les Tuileries. Mais après, donc, vous avez la loi des suspects. Donc, la nouvelle commune révolutionnaire qui est en place à Paris va pourchasser ceux qu'elle considère comme des suspects et va les mettre en prison. Donc, vous avez à la fin août, près de 3000 prisonniers qui sont des prisonniers de droit commun, mais aussi politiques. Et, et avec les problèmes aux frontières, donc là, vous avez l'invasion du territoire français qui se met en place, vous avez Verdun qui tombe. Donc Verdun qui est la dernière forteresse sur la route de Paris. Et donc vous avez du 2 au 6 septembre, vous avez le massacre des prisonniers parisiens, parce il y avait cette idée d'un complot des prisons, que pendant que les troupes françaises allaient partir combattre l'Autriche ou la Prusse, eh bien les prisonniers allaient se révolter et massacrer les Parisiens. Donc vous avez et donc parmi ces 2600 prisonniers, vous avez 285 prêtres, notamment des membres du haut clergé, et 80% vont être massacrés. Cher Xavier Maréchaux, vous aviez raison au début de cette émission de nous dire qu'il en faudrait une troisième. Nous allons laisser notre histoire de l'Église au moment de la Révolution à cette période de septembre 1792 et nous reprendrons une troisième émission parce que il faudra que nous parlions de la reconstruction de l'Église, de l'exil de ces prêtres réfractaires et de la reconstruction de l'Église au XIXe siècle. Ce sera l'objet d'une troisième partie.
mais celle-ci se termine. Merci beaucoup Xavier Maréchaux. Je rappelle que vous avez consacré chez Honoré Champion un livre passionnant, d'une richesse inouïe, consacré aux prêtres réfractaires et à l'histoire de l'Église de la fin de l'Ancien Régime jusqu'à la moitié du 19e siècle. À très bientôt Xavier Maréchaux et chers auditeurs, à mardi prochain. Au revoir.